Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 18 octobre 2022, c'est notre bulletin numéro 104 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée, sur Rumble, surtout sur Telegram, c'est là où il faut s'inscrire pour ne rien manquer. Pour l'instant, au niveau de vues, en fait, on est bien hein, sur Odyssée. On a plus de 110 000 sur les deux derniers bulletins. Rumble aussi tourne très bien. Mais si vous voulez ne rien manquer, il faut vraiment vous inscrire sur Odyssée. Vous pouvez vous inscrire sur ma page Vcontact également. Il faut vraiment faire un effort pour ça parce que eh bien, c'est le seul moyen de lutter contre la censure qui ne pourra aller qu'en s'aggravant, puisqu'on a appris que Madame Nathalie Loiseau, qui je crois est présidente du groupe En Marche au Parlement européen, veut sanctionner les propres citoyens de l'Union européenne, en l'occurrence votre serviteur. Donc on est à un moment où le régime gauchiste est en train de dérailler complètement, donc il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de droit de propriété, puisqu'en fait il s'agirait de geler les actifs. Enfin, si elle pense que tout ça va m'impressionner, elle se met le doigt dans l'œil pour parler familièrement et je serai avec joie membre de la délégation qui observera le référendum à Kharkov, à Odessa et à Nikolaïev. Voilà pour ce qui est de ces menaces de république bananière. Vous pouvez également, pour nous aider, eh bien c'est un moyen, acheter Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, ou le livre noir de la gauche française. Voilà, c'est aussi un moyen de participer à notre œuvre. Mais revenons sur la semaine qui vient de s'écouler. Tout d'abord, quelques informations économiques qui m'ont paru importantes, que l'on trouve principalement dans la presse anglo-saxonne. Il faut dire encore une fois que la presse économique anglo-saxonne est assez sérieuse en ce qui concerne en tout cas la question russe. Donc ce qu'on apprend, c'est que eh bien, la Chine va cesser de revendre le gaz russe en le liquéfiant et l'envoyer en Europe, pour garder ses réserves et pour subvenir à ses propres besoins. Donc ça va évidemment, une fois de plus, créer une baisse de l'offre en Europe et ça va contribuer à augmenter de manière drastique les prix de l'électricité, les prix de tout ce qui dépend du gaz. Alors sur cette crise, eh bien, j'y reviendrai prochainement dans une de mes émissions pour Russia Today. Donc là aussi, allez sur le compte Odyssée de Russia Today, allez sur leur page Facebook, allez partout où vous pouvez pour ne rien manquer. Autre article intéressant que j'ai trouvé cette fois pas dans la presse américaine mais dans la presse anglaise, The Economist, c'est une publication anglaise, c'est que l'économie russe se porte mieux et l'activité reprend mieux que dans le reste de l'Europe. Donc ça c'était quand même assez intéressant à souligner. Notamment il y a un graphique intéressant qui a été montré. Et ça évidemment bien c'est la réussite de la politique économique qui a été suivie par Vladimir Poutine depuis le début de l'opération spéciale, qui fait qu'aujourd'hui le rouble est relativement stabilisé, encore un peu cher, mais c'est en train de s'arranger. Et d'ailleurs, la Banque centrale pronostique un rouble autour de 70 roubles dans ces eaux-là pour $1 ou pour €. C'est quasiment la même chose. Ce qu'on observe de toute manière, c'est que l'euro désormais est en dessous du dollar. Donc les nouvelles économiques ne sont pas excellentes, ça crée forcément des problèmes, toutes ces sanctions, mais la Russie s'y est adaptée et comme je l'ai dit, je pense que comme en 2014 et 2015, elle saura en profiter pour se réindustrialiser, pour faire venir en Russie des fournisseurs dont jusque-là elle devait importer les produits. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, en dehors bien sûr du départ de Danone, mais là c'est tant pis pour Danone, je crois que ça va leur coûter $1 milliard. De toute manière, les usines restent là et la Russie, qui est un des principaux producteurs agricoles, aura de quoi se nourrir et transformer ces aliments pour les vendre. Voilà, là-dessus, pas de problème, en tout cas dans ce domaine-là. Voilà pour les questions économiques. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, eh bien, c'est celui des canulars téléphoniques. Alors, ça va évidemment vous étonner, mais pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques années, j'en ai déjà parlé, et notamment de ces fameux farceurs, donc en russe on utilise le mot anglais, prankers, qui font des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des personnages politiques pour piéger le plus souvent des personnalités politiques occidentales ou ukrainiennes en l'occurrence. Donc ils avaient déjà piégé Kurt Volker, qui était le représentant de Donald Trump en Ukraine. On en a fait une vidéo là-dessus, c'était intéressant. Ils avaient piégé le
le métropolite qui est à la tête de l'église orthodoxe fondée par la CIA et le patriarcat de Constantinople, qu'on appelle maintenant d'ailleurs ici le patriarcat d'Istanbul. Et on avait découvert que ce métropolite orthodoxe était favorable au mariage homosexuel. Hein, Lexus et Vova, puisque c'est le nom de ces deux farceurs, s'étaient fait passer pour des gens de la Commission européenne, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. On en avait parlé également dans une de nos vidéos. Et là, ils ont décidé de s'attaquer à des personnalités ukrainiennes ces dernières semaines, et ils l'ont fait avec énormément de succès, notamment, pour commencer, par Ludmila Denisova, donc, qui était au début de l'opération spéciale la médiatrice aux droits de l'homme. Et c'est elle qui avait balancé toutes ces fausses informations sur les viols de masse, les choses monstrueuses qui se passaient à Boutcha, à Irpin, etc., etc. Et d'ailleurs, elle en parle là-dedans. Et c'est une des premières informations qu'on a, c'est qu'elle s'étonne que le parquet ukrainien n'ait pas agi vis-à-vis des choses qu'elle a dénoncées, puisqu'elle dit avoir rencontré donc, les gens qui ont été victimes de ces exactions, dont elle ne connaît que le prénom et l'âge. En fait, elle ne sait pas qui c'est. Et elle s'étonne que ces gens-là, dont notamment une partie sont partis en Angleterre, ont complètement disparu, et qu'il n'y a pas eu de poursuite par le parquet ukrainien. La réponse, évidemment, on la connaît, c'est parce que tout ça, ce sont des fausses informations, ce sont des manipulations, et il est évident que le parquet ukrainien ne poursuivra personne pour avoir commis ces crimes fantaisistes, ou alors qui peut-être d'ailleurs ont été commises par les unités de représailles ukrainiennes, notamment la prise de Boutcha. Ça, il y a une opération de vengeance, hein, on en a souvent parlé, et donc la preuve, et une fois de plus, elle donne la preuve sans le vouloir que tout cela était des mensonges organisés visiblement par les services secrets ukrainiens, avec la complicité des services secrets anglo-saxons, anglais ou américains, exactement comme pour le Boeing MH17, on est sur le même plan. La deuxième chose qu'on apprend également, c'est que le régime de Zelensky a un problème avec Azov. Pourquoi? À cause de la capture à Mariupol, hein, on l'a dit, entre l'infanterie de marine 1300 hommes et les Azovtsés 2500 hommes. Il y a énormément de prisonniers, dont d'ailleurs cette fameuse Ludmila Denisova nous explique que le régime kievien ne veut pas en entendre parler. Il y en aurait 8000, en fait, c'est finalement un peu les chiffres que j'avais donnés au début, 8-10 000, en fait, ils sont très nombreux, et surtout Kiev n'a personne pour les échanger, parce qu'encore une fois, Kiev ne fait pas ou peu de prisonniers, et de toute manière, Madame Denisova estime que pour Zelensky et pour le chef de l'administration présidentielle Yermak, c'est pas confortable du tout, parce qu'ils vont demander des comptes. Zelensky avait expliqué qu'il avait donné la possibilité aux Azovtsés de quitter Mariupol, mais que c'était les Azovtsés qui avaient dit non, on restera jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'était démenti, notamment par certains des prisonniers d'Azov qui ont été libérés. Donc, énorme mensonge aussi de ce côté-là, et aussi intéressant de voir que Zelensky est dans le collimateur des Azovtsés, ou en tout cas de certains d'entre eux. Autre chose extrêmement importante, puisque j'ai été directement concerné, c'est la fameuse prison d'Elenovka. Vous vous souvenez de cette mission que j'avais faite organisée par la Douma pour visiter et parler aux prisonniers qui avaient échappé au bombardement par un HIMARS de la prison d'Azovtsé. Eh bien, Ludmila Denisova estime également que cela a été organisé par Kiev, par notamment Yermak, parce que, encore une fois, ils ont un problème avec les Azovtsés qui seraient trop bavards sur l'incurie du régime kievien, et qui vraisemblablement, ça c'était l'explication qui avait été donnée par les Russes, ont commencé à coopérer avec le parquet russe. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs interviews ces derniers temps qui ont été publiées. Donc je pense que toutes les exactions commises par ce mouvement diabolique des Azov sera révélé pour qu'ils en arrivent à leur tirer dessus. C'est que effectivement, c'est quelque chose de grave. En tout cas, ça confirme l'hypothèse que j'avais émise, c'est-à-dire que c'est même pas une hypothèse, c'est une certitude. C'est bien Kiev qui a tiré sur la prison d'Elenovka. Donc il faut savoir que dans cette vidéo, Ludmila Denisova explique le fait qu'elle a été remerciée, puisqu'on l'a chassée de son poste par une espèce de coup au Parlement ukrainien, sous l'impulsion du chef de l'administration présidentielle, Yermak, qui considérait qu'elle lui faisait de l'ombre et qui voulait lui-même gérer ces questions-là. Donc Yermak a été la seconde victime de Lexus et Vova. Alors bon, c'est pas très intéressant ce qu'il dit, sauf que le piégeage est fait le 11 octobre. Et quand l'ambassadeur McFaul, hein, donc les Lexus et Vova se font passer pour l'ambassadeur McFaul à chaque fois, demande quelle est la situation,
En gros, pardonnez-moi l'expression, il dit on est dans la merde. Voilà, on est en quelque chose d'encore plus vulgaire en ukrainien. Donc, ce qui va complètement à rebours de ce qu'on nous explique dans les médias, notamment du régime d'Emmanuel Macron, où en fait l'armée ukrainienne est en train de gagner la guerre. Donc ça, c'est le point que j'ai retenu. Autre personne qui se fait piéger, et là c'est bien plus intéressant, c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Kuleba. Et donc Kuleba dit plusieurs choses, confesse plusieurs choses au pseudo-ambassadeur McFaul. C'est que l'Ukraine a suffisamment d'argent de la part de l'Occident jusqu'à la fin de l'année. Après, on ne sait pas. Ce qu'on sait également, c'est qu'il le dit que la contre-attaque ukrainienne a été organisée par Washington et Londres. Donc ça, également, on s'en doutait un peu, mais là, c'est confirmé par le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Il confirme également que ce sont eux qui ont fait sauter le pont de Crimée, puisqu'il le dit clairement, et que bien sûr, c'est l'armée ukrainienne qui continue à bombarder les régions, notamment la région de Belgorod, d'ailleurs on en parlera, mais Kiev multiplie les bombardements, essentiellement sur les zones civiles, dans les régions qui jouxtent la frontière ukrainienne, à Belgorod et à Koursk. Ça, Kuleba le confirme, mais bon, personne n'avait doute là-dessus. En tout cas, ce témoignage de Kuleba confirme que, effectivement, la Russie fait désormais la guerre à l'OTAN. La guerre avec l'armée ukrainienne est terminée depuis longtemps, puisque de toute manière, il n'y a plus d'armée ukrainienne, il n'y a plus de matériel ukrainien, il n'y a plus qu'en face quasiment que du matériel livré par l'OTAN. Le dernier qui s'est fait piéger, et je crois que c'était hier ou aujourd'hui, c'est Sergueï Pachinski. Alors Sergueï Pachinski, il est chef de l'association des entreprises de défense d'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant? Eh bien, il nous le dit ce que sur Stratpol nous avions dit depuis longtemps, c'est-à-dire que le Bayraktar est juste une occasion de faire du PR, du public relation, hein, je cite, puisque le terme est utilisé en russe, et de la corruption. Et effectivement, le Bayraktar est une grosse déception. Alors, il faut quand même, encore une fois, pour revenir sur le Bayraktar, nuancer cette déception. Le Bayraktar, on l'avait dit sur Stratpol, c'est bien contre un pays qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas de DCA aux normes, on va dire. Donc contre l'Arménie, qui était très peu équipée, évidemment que c'est efficace. Mais contre une armée qui peut se défendre, comme c'est le cas de l'armée russe, qu'il avait d'ailleurs montré en Syrie et qu'il a montré dans le conflit ukrainien, c'est prendre un trop gros risque et trop cher. Un Bayraktar coûte 5 millions de dollars, de l'utiliser. Voilà. Donc, et effectivement, ce témoignage donc, de ce Sergueï Pachinski est tout à fait révélateur. Voilà un peu pour Lexus et Vova. Visiblement, en ce moment, ils sont en forme. Ils font pas mal de, entre guillemets, canulars téléphoniques, mais qui sont en fait des informations très intéressantes et on y reviendra. Puisqu'on parle de drone, parlons du drone de la semaine en quelque sorte, qui est le drone iranien, donc en tout cas d'origine iranienne, puisque l'Iran a dit qu'il n'y était pour rien, et la Russie également a dit qu'il n'y avait pas de drone iranien. En fait, alors on ne sait pas si la Russie assemble les sous-ensembles en Russie ou s'ils sont livrés tels quels. Enfin, évidemment que c'est un drone iranien qui, à mon avis, est quelque chose de tout à fait intéressant et innovant, parce que c'est pas de la haute technologie. Et je crois que là, encore une fois, on s'aperçoit que dans cette guerre qui est une guerre de haute intensité en Ukraine, eh bien, la haute technologie c'est bien, mais ça coûte cher et surtout ça ne remplace pas la quantité. Ça, on l'a vu. Et donc le modèle d'armée soviétique qui misait sur la quantité ne peut pas être vaincu par une armée uniquement high-tech, mais qui a des matériels en trop petit nombre et surtout avec peu de munitions. Et ça, donc, ce drone que les Russes ont appelé Géranium, faut le faire. Donc ce drone Géranium, eh bien, a montré son efficacité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cher. On parle d'une dizaine de milliers de dollars, peut-être 8000 $, différentes informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas cher. Pourquoi? C'est un moteur chinois, donc il fait beaucoup de bruit, on dirait une tondeuse à gazon. Il est efficace parce qu'il emporte 50 kg d'explosifs. Donc on n'est pas dans ces drones suicides américains où vous avez 3-4 kilos d'explosifs, on a quelque chose de sérieux. D'ailleurs, il faut voir les résultats en ce moment sur les infrastructures ukrainiennes. Il ne peut pas être brouillé parce qu'en fait, il ne peut s'attaquer qu'à des cibles fixes. On ne peut pas changer la trajectoire. En fait, on rentre la trajectoire avant que le drone parte et après, il y va en choisissant en pouvant varier de trajectoire. Donc voilà, c'est très efficace. C'est pas cher du tout. Et d'ailleurs, l'Iran vient d'annoncer qu'il y avait 22 pays qui venaient de le contacter pour s'en procurer. Alors, sur ces drones là aussi,
Et évidemment qu'utiliser contre un pays qui a une véritable défense antiaérienne, ce ne sera pas aussi facile que ce à quoi on assiste en ce moment depuis 10 jours sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait tous les drones passent. On a vu les images. Alors, à un moment, la consigne a été donnée par Kiev, par un des représentants kieviens, que tous les habitants devaient se mettre à tirer sur les drones. Ça a été immédiatement arrêté par la police parce qu'en fait, c'est extrêmement dangereux. Et donc, on voit ces drones qui arrivent en faisant leur bruit caractéristique de tondeuse à gazon et qui s'abattent infailliblement sur toutes les zones. Kiev, en réaction, a demandé à ce qu'on l'aide, à ce qu'on crée en fait une espèce de un peu un dôme de fer, par comparaison ce qui se fait en Israël, à qui d'ailleurs Kiev a demandé de l'aide et Israël a refusé. Israël est déjà, même s'il y a une opposition au sein des élites israéliennes sur le parti à prendre pro-Ukraine ou anti-Ukraine, mais là en tout cas ils ont refusé, ils ne veulent pas se mettre mal évidemment avec la Russie, et Kiev donc a demandé à ce qu'on fournisse de l'armement, et là on a vu une fois de plus comme ce qu'on voit pour le reste, c'est-à-dire les membres de l'OTAN fournir chacun son système à lui. Donc les Allemands fournissent un système qui est d'ailleurs expérimental, le Iris-T, les Américains fournissent le leur, la France va fournir des Roland, alors déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est comme les Césars, donc on est en train de pardonnez-moi l'expression, de se dépoiler pour équiper une armée qui de toute manière ne pourra rien y faire, parce qu'encore une fois, le modèle du système de lutte antiaérien, c'est le modèle russe, où vous avez différents matériels pour différentes cibles. On n'utilise pas le même système pour détruire un drone qui fait 100 kg ou même qui fait 2 tonnes que pour détruire un avion de chasse ou un missile balistique, et encore moins un missile hypersonique. Donc la Russie, elle, dispose de toute cette gamme. Vous avez d'un côté, vous avez des 500, des S-400, encore des S-300 modifiés, vous avez des Pantsir, vous avez des Buk, vous avez toute une gamme adaptée en fait à une position précise sur le champ de bataille, et tout ça évidemment coordonné. Donc avant que Kiev possède l'équivalent de ça qui lui permettra d'affronter à la fois les missiles calibre, les missiles hypersoniques, c'est même pas la peine, personne ne peut les arrêter, des drones de ce type-là, ou tout ce que la Russie peut déployer, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il y a quasiment plus de défense antiaérienne ukrainienne. Les S-300 qu'ils avaient hérité de l'Union soviétique ont quasiment tous été détruits. Encore, il y en a un, les Russes ont montré les images, qui a été détruit récemment. Donc en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, la Russie est un peu dans la position de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Arménie, c'est-à-dire qu'elle peut déployer ce qu'elle veut. Et ce n'est pas du tout le cas, évidemment, de l'armée ukrainienne. On a aussi assisté à quelque chose d'intéressant, c'est que pour la première fois un drone, donc en l'occurrence un drone iranien, a détruit un avion de chasse, un MiG-29, donc puisque faute de système antiaérien, l'armée ukrainienne a déployé des chasseurs, les quelques chasseurs qui lui restent, pour essayer de s'attaquer à ces drones, et un de ces chasseurs a dû plus ou moins percuter ou exploser à proximité, on ne sait pas trop, un de ces drones, et donc, mais bon, heureusement le pilote a pu s'éjecter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes se servent de ces drones iraniens comme hameçons pour faire décoller les avions ukrainiens qui doivent rester, d'ailleurs c'est le cas aussi pour les avions russes, le plus près du sol en vol tactique pour éviter d'être repérés par la DCA. Mais du coup, les chasseurs ukrainiens ont dû prendre de l'altitude et là se sont fait tirer à longue distance par les systèmes anti-aériens russes. Alors je ne sais pas ce que c'est, en l'occurrence S-300, S-400, S-500, de toute manière. Toute la gamme est utilisable. Donc très belle opération anti-aérienne de la Russie, qui profite évidemment de sa totale supériorité. Et qui arrive à jumeler à la fois donc, des missiles sol-sol ou mer-sol, les fameux calibres, des drones bon marché très efficaces iraniens, et en même temps des missiles tirés par les avions, notamment les Tupolev 160, donc, qui sont des missiles soviétiques, je crois, Kha-555 ou Kha-101. Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, la Russie a tout ce qu'il lui faut comme missile. Ça fait maintenant une semaine que tous les jours, la Russie bombarde. Vladimir Poutine en a parlé dans une de ses adresses et il a dit que l'intensité des premiers jours il ne serait pas nécessaire de la maintenir, mais que sur les 29 cibles qui avaient été fixées, 22 avaient été traitées, que les 7 suivantes continueraient à être traitées. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'encore aujourd'hui, succession d'explosions, ça a eu un impact très fort sur l'Ukraine, sur le moral de la population qui se croyait à l'abri.
C'est un peu difficile à dire, mais c'est finalement une leçon que la population ukrainienne voit ce qu'a subi la population du Donbass libérée depuis 8 ans. Et c'est sûr que c'est très triste de voir, notamment c'était montré à la télévision à Lvov, les habitants de Lvov faire la queue pour aller récupérer de l'eau, annoncer qu'ils n'ont plus d'électricité. Mais Lvov étant le cœur de l'ukronazisme, c'est ce que eux ont imposé, soit avec complicité, soit avec indifférence, au peuple russe du Donbass. Donc voilà, il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Mais cela dit, on a du mal à s'attendrir quand on a vu, et c'est mon cas, ce qui s'est passé dans le Donbass ces 8 dernières années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction du régime kievien. Donc, au début, ça a été bien sûr les cris d'orfraie. Ensuite, la réaction, ça a été de dire c'est pas grave, on est en train de réparer, ça va être réparé dans quelques jours. Puis finalement, en fait, c'est pas réparable dans quelques jours. Ils ont ensuite interdit aux gens de photographier, de publier les images des destructions sur les réseaux sociaux. Et ça fait, maintenant, c'est des règles qui sont prises où la répression est extrêmement dure, de la même manière que toute manifestation de désaccord vis-à-vis du régime. Et finalement, en fait, bon, pour prendre acte, et Zelensky a pris acte qu'il avait perdu 30% de ses capacités électriques, on parle même de 40%. Heureusement, les Russes ne tirent pas sur les centrales nucléaires qui fournissent une grande partie de l'électricité. En tout cas, ce qui est clair, et là, on peut jumeler ça à l'affaire chinoise donc, qui cesse de livrer du gaz russe liquéfié à l'Europe, c'est que plus d'exportation d'électricité ukrainienne vers l'Europe, et même un problème pour l'Ukraine occupée par Kiev, et bien de subvenir à ses propres besoins. Donc risque également encore d'une vague d'immigration qui va aller en Europe de l'Ouest, à accentuer encore plus la situation déjà extrêmement préoccupante. Voilà. Bien sûr, donc les frappes sur les infrastructures critiques ont un impact dans le domaine militaire, puisque il faut l'électricité pour faire la guerre, notamment pour alimenter le système Starlink, donc, qui est le système d'Elon Musk, dont on a beaucoup parlé, et c'est aussi un sujet que je voulais aborder. Donc, on en avait parlé dans un dernier bulletin, que le système Starlink, qui est, selon les confidences d'Elon Musk, le seul système de communication qui fonctionne encore en Ukraine, ne fonctionne pas à certains endroits de la ligne de front. On l'avait dit, les Russes ont sans doute trouvé le moyen soit de brouiller, soit de détruire ces satellites. Et on a eu le droit toute cette semaine à une espèce de psychodrame avec Elon Musk au centre, qui dit qu'il en a assez de payer pour maintenir les communications de l'Ukraine, que ce serait au Pentagone de payer. Le Pentagone lui a dit qu'il pourrait trouver d'autres compagnies qui feraient le relais satellite. C'est faux, il n'y a pas l'équivalent de Starlink, c'est quelque chose d'unique. L'Internet à haut débit sur satellite qui permettait de contrer les contre-mesures électroniques russes. Il n'y a que Starlink qui est parvenu. Donc Starlink est quelque chose de vital, et la question c'est est-ce que ça fonctionne encore? Et quand on voit la succession d'échecs de tentatives de reconnaissance offensive menées par l'Ukraine sur toute la longueur du front, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors il n'y a pas que le problème de transmission, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment, si jamais les Russes ont réussi, encore une fois, à brouiller Starlink, c'est une véritable catastrophe pour les forces otano-kieviennes. On ne voit même pas comment est-ce qu'ils pourront continuer à faire la guerre contre la Russie. En tout cas, le fait de couper l'électricité, comme le font les Russes, c'est quelque chose qui va marcher. Ça va empêcher également les voies ferrées qui sont essentiellement électriques de fonctionner. Ça va créer des embouteillages, des blocages, des gros problèmes de logistique. Et évidemment, la veille de l'hiver, c'est pas le meilleur moment pour les Kieviens. Donc là-dessus, voilà, c'est dur, attaquer aux infrastructures à usage civil, mais qui se font également partie de cette guerre totale que l'OTAN mène contre la Russie, et la Russie est bien obligée de réagir. Cela dit, avec tout de même une certaine retenue. J'en parle avec un de mes amis il y a pas très longtemps, d'origine serbe, et qui me rappelait que les Américains avaient également détruit les usines de lait en Serbie. C'est-à-dire que le but, c'était vraiment de tout détruire, de créer, de provoquer la famine chez les gens. Et donc voilà, rappelons, ils ont bombardé l'ambassade de Chine, ils ont bombardé la tour de la télévision à Belgrade, alors que la Russie, pour l'instant, en ce qui concerne les communications, se contente de détruire les antennes. On verra ce que ça donnera. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça fait donc une semaine que la Russie est passée à la vitesse supérieure sur les bombardements stratégiques, et les résultats sont là, de l'aveu même de Zelensky et de l'état-major ukrainien.
En ce qui concerne la mobilisation, eh bien là aussi Vladimir Poutine est revenu sur le sujet. Il a eu des chiffres un peu plus précis, c'est-à-dire que bon, l'objectif des 300 000 hommes serait atteint dans 2 semaines, c'est-à-dire maintenant 10 jours, que déjà 222 000 étaient en cours de formation, qu'ils avaient commencé à être déployés sur les arrières du front. On a appris également, le maire de Moscou a annoncé que la mobilisation des moscovites était achevée, donc le quota qui avait été donné à la ville de Moscou a été achevé, et également en région de Moscou. Donc en tout, ça fait 20 millions d'habitants. Donc sur cette zone-là, eh bien, ça a été achevé. C'est encore en cours dans d'autres régions, ça se passe plus ou moins bien. Mais globalement, ça se passe, et même de ce qu'on voit, il y a un certain enthousiasme, même un enthousiasme certain de la part des Russes. J'ai pu en croiser dans le train. On voit les gens sereins, arrivés sur place, ils ont une population qui leur est favorable, qui les accueille comme des sauveurs. Donc il y a même des moments assez touchants qui sont évidemment mis en exergue par les médias russes. Il faut s'y attendre. Ce qu'on observe également, beaucoup d'images d'entraînement. Donc en fait, c'est l'amalgame. Alors, pas Laurent Braillard qui, je crois, fait sa thèse là-dessus. C'est un peu l'armée de l'an 2. L'armée de l'an 2, c'était au moment de la Révolution. C'est-à-dire, c'était la fusion entre l'armée de la monarchie, donc avec les cadres, l'armée de ligne, et la levée en masse. Donc, à l'époque, c'était 300 000 hommes aussi. Ça représentait un peu plus en proportion que pour la Russie. Et donc, c'était donc ce qui a fait cette armée qui a mené, alors malheureusement, les guerres révolutionnaires, qui a mis l'Europe à feu et à sang. Mais en tout cas, il y a eu de la grandeur militaire, notamment bien sous le commandement de Napoléon Bonaparte. Voilà, en tout cas, cet amalgame avait donné l'armée qui a dominé l'Europe pour une quinzaine d'années. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais globalement, ça fonctionne bien. Et là, c'est ce qu'on voit également en Russie, et comme je l'avais dit, comme les pertes russes sont minimes, eh bien, il y a énormément d'expériences qui ont été acquises, expériences au pluriel. J'ai parlé des drones, et donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, eh bien, c'est à la mise en place de cet amalgame entre les vieilles troupes, entre guillemets, qui font la guerre depuis 8 mois, et celles qui arrivent. Et je pense que le résultat au final, qui donnera une armée entre 500 et 600 000 hommes, va être d'excellente qualité. Incontestablement la première armée au monde. Voilà. Donc tout ça pour l'instant se passe bien. On va voir ce que ça donne sur le front, évidemment. C'est après voir la manière dont ça va être mis en exécution par le général Sourovokin, alors qui est ce général russe qui est tout de suite devenu même, comme disent les jeunes, une figure mythique, et donc qui est connu pour quelqu'un avec une poigne de fer, une réputation aussi de quelqu'un très ouvert, notamment aux solutions un peu originales, et qui est surtout le premier général à commander l'ensemble des opérations. Donc il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans une partie de la presse de grand chemin française ou occidentale, il n'y a pas eu un limogeage, un remplacement. Il y a eu un poste qui a été créé, c'est-à-dire que désormais toute l'opération spéciale, cette guerre, on peut très bien appeler ça une guerre qui est menée contre les forces otano-kieviennes, eh bien, repose sur un seul homme, sur qui repose l'entière responsabilité. Que ce soit un homme à poigne, je pense que c'est une nécessité parce que les troupes sont extrêmement hétéroclites. On a l'armée russe, bon ça c'est au niveau discipline ça c'est facile, mais on a les milices de la DNR, on a les milices de la LNR, on a les milices qui ont été créées à Kherson et à Zaporozhye. On a d'autres unités de volontaires, on a la garde nationale russe, etc. On a les unités tchétchènes, donc qui prennent de plus en plus de poids dans les combats et qui sont simplement excellentes. Donc tout ça doit être organisé par un chef à poigne, et c'est évidemment ce que sera ce général. Alors on lui prête des citations, j'ai vu, il les a pas dites. C'est pas quelqu'un de bavard, encore une fois. Le monde russe n'est pas le monde occidental, qu'on observe d'ailleurs en Ukraine, qui est de l'hystérie, de la réaction à la moindre conquête ou de la perte d'un village. Ici, les gens gardent la tête froide, et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie, et c'est ce qu'on essaie de faire également sur Stratpol. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, la Russie profite du temps qui lui est donné, puisque visiblement la contre-offensive ukrainienne en tout cas prend du retard ou s'essouffle, je ne sais pas comment, on va en parler dans 5 minutes. Les Russes en profitent pour préparer à hiverner et à lancer la fameuse offensive qui ne fait d'ailleurs plus aucun doute et qui sera peut-être conjointe avec l'offensive russo-biélorusse au nord. J'en ai parlé également la semaine dernière, mais là, il y a quand même des volumes de matériel qui sont livrés, sans se cacher. D'ailleurs, les chiffres sont donnés. On parle de 170 chars qui viennent d'arriver, 220 équivalents BMP, transporteurs de troupes. Donc ça aussi, c'est du blindé léger, mais quand même du blindé d'infanterie.
des canons, donc c'est un véritable corps expéditionnaire. Soit c'est juste pour fixer, c'est de la Maskirovka, hein, ça me faisait penser notamment à l'opération dite Bagration en juillet 1944, où les Russes, pour faire croire qu'ils allaient attaquer à un endroit, en plein jour amenaient des colonnes de véhicules et les faisaient repartir la nuit en cachette et les renvoyaient les mêmes, pour faire croire aux Allemands qu'ils allaient concentrer des troupes à tel endroit. Donc je trouve toute cette concentration de force en Biélorussie un peu trop visible. Voilà, quand on connaît un peu l'histoire militaire russe et qu'on l'apprécie comme c'est mon cas, on se pose des questions. De manière, encore une fois, les Russes font quelque chose de pas standard et tout est possible. En attendant, l'armée russe organise sa résistance sur ce qui est la nouvelle ligne de front. Et pour l'instant, les Kieviens n'arrivent pas à passer. On verra ça dans la carte militaire dans un instant. Et nous arrivons à la carte militaire. Comme on va le voir, il y a eu des offensives kieviennes sur toute la longueur du front. Aucune n'a abouti. À chaque fois, ça a coûté des pertes énormes. Les Ukrainiens ont visiblement essayé de reproduire ces offensives avec des véhicules légers. Et c'était une véritable catastrophe sur toute la longueur du front. Pourquoi? Parce que là, les Russes se sont vraiment installés en défense, ce qu'ils n'avaient pas fait avant, et une défense linéaire. Et comme le front était raccourci, la densité de cette défense est bien plus importante, notamment dans la région de Kherson. Et donc ça ne fonctionne pas. Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une offensive généralisée kievienne, mais ce sont des reconnaissances offensives qui ont lieu tous les jours, notamment samedi il y a 8 jours. Et de nouveau samedi dernier, et ça a été une véritable catastrophe. Enfin, les pertes se chiffrent en centaines de morts sur tout le front, des pertes de véhicules, et surtout ce qui est intéressant, c'est le type de véhicule qu'on a pu observer. Ce qui m'a frappé, c'est que les communiqués de l'état-major russe parlent de la destruction de pick-up. Qu'est-ce que c'est que ces pick-up pour aller faire la guerre? Et alors vous savez que je suis très méfiant vis-à-vis de ces vidéos qui sont montrées sur Internet, notamment parce qu'une partie des matériels russes sont des matériels ukrainiens, comme le T-72. Mais là, il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux ukrainiens, et où on voit donc visiblement ce qui a été une colonne de reconnaissance offensive ukrainienne dans la région de Kherson. Et là, on voit quoi? Donc un vieux camion, un ZIL visiblement, un VAB français, donc je pense que le parquet militaire ukrainien pourrait poursuivre Emmanuel Macron pour crime de guerre, pour fournir des VAB dans cette région-là à l'Ukraine. Le VAB est un mauvais véhicule le jour même où il a été fourni à l'armée, parce que par économie, on n'a mis que 4 roues au lieu de 6, et ce qui fait que, là encore sur les images, on voit il n'a pas trop plu, mais dès qu'il va pleuvoir, le VAB va se poser sur le pont, il va falloir chercher, comme on le faisait nous, le fermier du coin pour aller avec son tracteur essayer de le désenliser. Donc voilà, donc un vieux véhicule qui n'est même plus en dotation de l'armée française, je crois, j'espère. À côté de ça, vous avez 2 Husky, donc c'est des véhicules légers, légèrement blindés anglais. Donc c'est pareil, de la roue sur un terrain où bientôt, à part la chenille et encore, il n'y a plus grand chose qui va avancer, et surtout des véhicules très peu protégés. Et on peut voir autour, ils sont dans la steppe. Là encore, il y a un petit peu toutes les feuilles des arbres ne sont pas tombées, mais envoyer une unité comme ça à l'assaut, faire une reconnaissance offensive, alors que les Russes maintenant ont des drones partout, c'est vraiment du suicide. Et ça montre que Kiev est totalement indifférent aux pertes, et que les pertes, et ce qui explique pourquoi d'ailleurs les pertes sont colossales. Il y a eu plusieurs articles d'ailleurs qui sont sortis dans la presse, bien sûr toujours la presse américaine, j'en ai noté 2 d'ailleurs. Il y a un article dans le Washington Post donc, qui parle du mauvais moral de l'armée ukrainienne, qui a subi beaucoup de pertes, donc c'est reconnu. Alors évidemment ils disent la même chose sur la Russie, mais d'ailleurs l'article, il y a toujours une précaution oratoire avant de dire ce qui est le vrai sujet, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'armée ukrainienne. Et on voit que le moral n'est pas excellent, que les pertes colossales subies ont pesé sur le moral. Hein. C'est encore une fois, c'est dans le Washington Post. Il y a un deuxième également article, cette fois c'est dans le New York Times, donc c'est l'histoire d'un colonel à la retraite de l'armée américaine qui vient donner un coup de main et qui a organisé un système de formation des nouvelles recrues en 5 jours. Et d'ailleurs, à un moment, il dit dans l'article « God help them ». Oui, ça, ils vont avoir besoin de l'aide de Dieu, parce que former en 5 jours, c'est tout simplement du délire. Et d'ailleurs, dans cet article, il note le problème de cadre de l'armée ukrainienne. Et c'est vrai que quand on voit l'abondance de cadres qui vient de l'OTAN, on se demande, mais ça fait 8 mois que l'armée ukrainienne aussi fait la guerre, en tout cas une partie fait la guerre. Ils devraient pouvoir être capables de former non seulement l'armée ukrainienne, mais même nos soldats à nous. Puisqu'aujourd'hui, ils ont une meilleure expérience de la guerre, la vraie,
que peut l'avoir l'armée française. Et moi, je pense que c'est lié aux pertes. Je pense également qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est pour ça que vous avez tout d'un coup des Slovaques qui envoient des formateurs. Qu'est-ce que les Slovaques peuvent comprendre à cette guerre qui se passe actuellement? Enfin bon, bref, tout ça donc confirme l'analyse que j'avais faite, c'est-à-dire que les progrès, en gros les 15 000 kilomètres carrés de steppe pontique que récupérait Kiev ont coûté très cher. Est-ce que ça le valait? Eh bien, nous le verrons. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Kiev va pouvoir, comme je l'ai dit la dernière fois, prendre ou la centrale nucléaire de Zaporozhye ou la ville de Kherson, qui sont à mon avis les objectifs les plus importants aujourd'hui. Hein, on va reparler dans la carte militaire. Rien n'est moins sûr, mais encore une fois, on verra bien. Peut-être que s'ils envoient tout d'un coup 50 000 hommes à l'assaut, comme les Japonais à Port-Arthur, eh bien ça finira par passer. Mais ce sera très dur. La densité de la ligne de défense russe et son échelonnement est bien meilleur que ce que c'était avant. Et surtout, encore une fois, les Ukrainiens avancent complètement en découvert. Voilà. Mais pour voir ça de manière concrète, eh bien, nous allons passer à la carte militaire. Nous revoilà donc sur la carte militaire. Alors ça va être assez rapide malgré tout parce que la situation n'a pas tellement changé. Donc au niveau du front, eh bien, comme on le voit ici, ça n'a pas bougé. En revanche, il y a eu des attaques pendant toute la semaine, tous les jours. Voilà. Et pour l'instant, ça n'a absolument rien donné. Ça a coûté très cher à l'armée ukrainienne sur toute la durée du front. Il y a également des tentatives toujours de s'emparer de la centrale d'Energodar qui n'ont rien donné. Ici aussi, les Russes s'attendent à une tentative d'offensive pour essayer de prendre Melitopol, pour essayer surtout de s'emparer d'Energodar. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux objectifs importants pour les Ukrainiens, c'est Energodar, la centrale nucléaire, et Kherson, puisque c'est la tête de pont russe de l'autre côté du fleuve Dniepr. Donc si les Russes réussissent à tenir sur cette zone-là, eh bien, ça leur permettra, quand ils seront prêts, de lancer une offensive sans avoir à franchir ce fleuve. Voilà, alors sur cette zone-là, j'ai retardé exprès la publication de ma vidéo du 18 au 19 octobre parce que au moment où j'allais la publier, il y a eu une déclaration. Le général Surovikin annonçait que la situation dans la région de Kherson était tendue et que donc il s'attendait à une attaque massive de l'armée ukrainienne. À côté de ça, la recommandation, c'est bien une recommandation d'évacuation des populations de Kherson et de sa région a été donnée. Donc évidemment, il y a eu différentes interprétations, il y en a deux. La première, c'est que les Russes s'apprêteraient à passer sur la rive gauche du Dniepr, donc du point de vue tactique, évidemment, ça se justifie, pour se mettre à l'abri de l'autre côté du fleuve. Et l'autre qui me paraît aujourd'hui plus vraisemblable, c'est que les Russes ont décidé de faire de la ville de Kherson et de la région environnante qu'ils contrôlent une forteresse pour y attirer l'armée ukrainienne et la détruire. On est toujours dans le but de guerre principal de l'armée russe aujourd'hui, c'est de détruire au maximum le potentiel de l'armée ottano-kievienne. Le numéro 2 de l'administration de Kherson a d'ailleurs dit qu'il n'était en aucun cas question d'abandonner Kherson à l'armée ukrainienne. Immédiatement après cette annonce, l'armée ukrainienne est passée à l'offensive et cette fois, ce n'était pas seulement quelques unités de reconnaissance avec quelques centaines d'hommes, mais c'était un bon millier d'hommes, 2 bataillons selon le renseignement russe, qui ont essayé de percer au niveau de Novaya Kakhovka. Donc Novaya Kakhovka, c'est le deuxième objectif important pour l'armée ukrainienne après Kherson, puisque là, il y a un barrage hydroélectrique et des écluses, et ça permet encore de passer de l'autre côté du Dniepr. Et c'est une des raisons d'ailleurs de l'administration de Kherson de faire évacuer les gens, pas dans Kherson, mais dans la région de Kherson, parce qu'ils pensent que les Ukrainiens veulent détruire le barrage et donc inonder une partie des habitations. Donc à partir de 4 h du matin, les Ukrainiens ont fait une préparation d'artillerie et ont envoyé ce millier d'hommes, mais qui n'a pas eu plus de chance que les unités plus petites de reconnaissance offensive qu'on a vues ces 10 derniers jours, puisque ces unités ont été détruites et n'ont pas pu franchir l'obstacle qui est cette steppe complètement à découvert. Et l'artillerie russe, qui est non seulement déployée sur la rive droite, mais également sur la rive gauche, peut utiliser la totalité de ses moyens et s'en donne à cœur joie. À côté de ça, l'aviation russe, évidemment, est intervenue. Donc le 19 octobre, une offensive beaucoup plus sérieuse que ce à quoi on a assisté ces 10 derniers jours, mais qui n'a pas donné plus de résultats. Et donc l'état-major ukrainien
est face à ce dilemme d'envoyer des milliers d'hommes mourir dans la steppe et pour ensuite se fracasser sur la ville de Kherson tenue par les Russes. Alors évidemment, ces considérations n'intéressent pas l'état-major de l'OTAN qui dirige réellement les opérations. Pour eux, les troupes ukrainiennes, c'est de la chair à canon. Mais cela dit, cette question finira bien par se poser également aux autorités ukrainiennes. Passons maintenant du côté du front du Donbass. Donc là aussi, les choses bougent, mais on a très peu d'informations. Donc j'ai pris le parti de quasiment pas bouger la ligne de front parce que je n'ai aucune sécurité. Mais il paraît qu'ils auraient avancé, les Russes auraient avancé à Ougledar, à Marinka. Toujours là, ils sont en train de nettoyer les abords de Pervomaisk. Et certaines rumeurs parlent du fait qu'ils auraient réussi à prendre donc, ces localités-là, cette localité-là. Et donc Avdiivka serait encerclé du point de vue opératif, qui aurait plus moyen d'approvisionner. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la bouche du chef de la République populaire de Donetsk, désormais gouverneur de la région russe de Donetsk, eh bien, les choses avancent de ce côté-là sans qu'on puisse en dire plus. Elles avancent, on l'avait dit la dernière fois, également du côté de Bakhmout. Donc, a priori, je ne l'ai pas mis parce que, encore une fois, je n'ai pas de certitude réelle, mais les Russes auraient complètement pris le sud de la localité. Hein. Donc, Bakhmout, c'est bien plus important que Izium ou Krasny Liman. C'est 75 000 habitants. C'est la dernière ligne de défense sérieuse avant Kramatorsk et Slaviansk. Et les Russes, en fait, auraient pris toute la région sud, auraient repoussé les Ukrainiens dans cette zone-là et tenteraient de les encercler par ici pour essayer de faire, encore une fois, des prisonniers. Ils avanceraient également, mais ce n'est pas confirmé du côté de Soledar. Ce qui est clair, c'est que Zelensky lui-même a dit que la situation était extrêmement dure là. Ils ont envoyé des renforts, des unités de représailles et des mercenaires, moins pour faire la guerre que pour tirer sur ceux de l'armée ukrainienne qui voudraient s'enfuir ou se rendre. Hein. Ne pas oublier, les unités de représailles comme Azov sont avant tout des unités de représailles, c'est-à-dire comme leur nom l'indique. Ici aussi, les Russes auraient pris Berestovo, mais je préfère pas bouger la ligne de front parce que j'en suis pas sûr. Ils ont lancé quelques courtes mais efficaces offensives pour consolider leur position le long de la rivière Gelebets. Et toute cette semaine, encore une fois, là aussi, les Ukrainiens ont envoyé des unités de reconnaissance offensive et toutes ont subi le même sort que dans le sud, c'est-à-dire des pertes énormes, des grosses pertes de matériel. Voilà. Où que ce soit, c'est-à-dire dans la région de Kupiansk. Là, je vous l'avais dit la dernière fois, en fait, c'est un ajustement du front. Hein. Ma carte d'il y a 15 jours n'était pas bonne, donc voilà. Celle-là devrait plus ou moins correspondre à la réalité. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, le front côté russe est stabilisé, mais attendons de voir. Pas forcément définitivement. On va voir ce que vont essayer de faire les Ukrainiens. Voilà, je retire cette ligne de front qui est déjà ancienne. Voilà à peu près où on en est. Je pense qu'on aura plus de précision la semaine prochaine sur l'avancée exacte, notamment dans cette partie du front où là, les Russes, malgré certaines contre-offensives ukrainiennes, continuent à avancer comme depuis le début, lentement mais sûrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas et surtout inscrivez-vous, Telegram, Odyssey, Rumble. N'hésitez pas également à faire un don, on en a besoin, à vous procurer nos livres. Voilà, je vais bientôt mettre en ligne 2 interviews de Pierre-Antoine Plaquevent. On reviendra notamment sur son livre, puisqu'il est aussi en auto-éditeur avec l'imprimeur thebookedition.com. Vous pouvez l'acheter également. Voilà, et je suis en train de me réorganiser depuis la fermeture de YouTube. De toute manière, on les aura. À la semaine prochaine.